Salut, c'est Marion Denis du think tank Vers le Haut, le premier think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Vous écoutez Jeunes et Brillants, un podcast bienveillant qui met en lumière les jeunes, leur parcours, leurs envies, leurs expériences. Dans ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants, nous parlons d'autorité au sein des familles, un vaste sujet. On confie le rôle d'autorité aux parents en partant du principe qu'ils vont faire les bons choix, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. L'exercice de l'autorité est souvent source de troubles pour beaucoup de parents et d'éducateurs. En effet, ils cherchent à faire le bien pour leurs enfants, mais sans les consulter, cela découle souvent à de la souffrance pour les deux parties. Les abus ordinaires d'autorité sont nombreux et peuvent être très différents. Cela peut s'exprimer par un manque d'attention, de considération, de suivi, d'écoute, mais aussi par des excès de sollicitude. Une bonne relation doit être nourrie dans les deux sens. Réussir l'autorité, c'est réussir à construire une relation de confiance. Dans ce nouveau témoignage, je suis allée à la rencontre de Mathieu, qui nous offre un récit touchant sur sa relation avec son père. Bonjour. Bonjour Marion. Je suis très contente que tu sois parmi nous sur cet épisode de Jeunes et Brillants. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ou pas rapidement d'ailleurs. Alors ouais, j'ai 30 ans, je travaille comme musicien. Okay. Je fais ce métier-là depuis quelques années déjà. Avant ça, je travaillais dans la publicité. Et avant encore ça, j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études dans l'ouest de Paris. Et t'as grandi où ? J'ai grandi dans le 16e. Donc un petit mec du 16. Absolument. C'était comment ton enfance ? Tu veux dire de grandir dans le 16e ? Oui. Bah, il se passait pas grand-chose. Faut rien te cacher. En fait, c'est des quartiers où il y a vraiment rien à faire, quoi. Enfin, la blague qu'on faisait souvent avec mes potes, c'est un peu un quartier où les gens viennent soit pour naître, soit pour mourir, parce que t'as plein de gens, de femmes enceintes. C'est horrible, mais t'as plein de femmes enceintes et de personnes âgées, quoi. Okay. C'est pas un quartier en général où, quand t'es ado, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pas de famille ? Il y a beaucoup de familles. Donc en fait, t'as beaucoup d'enfants, c'est des trucs très calmes, quoi. Et du coup, j'ai grandi dans une famille avec un père et une mère et mon frère. Ok. J'ai un père qui est avocat, une mère qui est mère au foyer. Et du coup, on a grandi avec mon petit frère dans ce cadre-là. Et ça se passait comment avec tes parents ? Vous aviez quelle relation quand t'étais petit ? J'ai toujours une mère qui est un peu la caricature de la maman poule, donc qui est extrêmement fan de ses enfants, extrêmement protectrice, qui veut toujours en faire plus ou trop pour nous, même maintenant, alors qu'on est quand même assez adultes, et mon frère et moi, qui va toujours vouloir s'occuper énormément de nous. Et j'ai grandi avec un père qui était très autoritaire et très maladroit dans sa gestion de sa relation, je pense, avec ses enfants. Et du coup, c'était assez intense parce que le mariage de mes parents se passait déjà pas très bien. Je pense que depuis aussi longtemps que je peux m'en souvenir, genre à peu près de l'âge de raison, il y avait toujours des tensions un peu latentes à la maison en permanence, plus ou moins subtiles. Soit c'était juste dans l'air et il n'y avait pas forcément de mots, c'était pas forcément verbalisé, mais on sentait que mon père était très tendu et du coup tout le monde était un peu en état de stress. Soit c'était dégueulante, il allait s'énerver et du coup tout le monde en prenait plein la tronche, ma mère la première. Et à quel âge t'as senti que c'était pas, enfin que cette autorité elle était vraiment présente et trop présente par rapport à peut-être tes amis ou... Je pense du fait qu'on avait quand même on avait assez peur de lui quand on était petit. En fait, il y avait vraiment ce truc où si on avait fait une bêtise ou un truc, on avait vraiment peur qu'il vienne nous voir. Donc je sens que le soir de flipper, de rentrer, de faire semblant de dormir le plus vite possible quand il allait arriver. Puis il y avait un peu ce truc aussi où juste on l'entendait gueuler en fait. De l'autre bout de l'appart, il gueulait sur ma mère parce qu'il y avait un truc qui allait pas, c'était jamais bien. En fait, comme il prenait énormément de stress dans son travail, en fait, il rebalançait tout ça en fait sur nous après. Tout était un peu, il y a toujours un peu cette situation de stress. Donc il y avait des bons moments aussi, hein, c'était jamais tout blanc, tout noir, mais il était vraiment complètement dans sa bulle. Mon père a toujours été quelqu'un qui était très très solitaire, qui avait quelques amis mais qui n'avait pas non plus énormément de potes. Et même les week-ends, en fait, sa façon de décompresser, c'était de faire de la musique dans son coin. Et moi, c'est comme ça que j'ai créé une connexion avec lui, c'est justement en faisant de la musique avec lui les week-ends. Et sinon, t'as le sentiment qu'il s'occupait pas beaucoup de toi et de ton frère ? En fait, de par la nature de son boulot, il pouvait pas, parce qu'il bossait tout le temps et il rentrait tard le soir. Donc on le voyait plutôt les week-ends. Mais c'est vrai qu'il faisait pas...
il s'occupait pas beaucoup de nous à proprement parler, mais en même temps, c'était lui qui se butait au taf pour que nous, on puisse avoir une bonne vie derrière. Donc, de toute façon, c'est toujours un peu contrasté, ces trucs-là. C'est qu'au sens traditionnel, on va dire, un peu du papa comme on le voit pour les gens de notre génération, tu vois, genre on est dans les années 80-90 où maintenant le rôle du père est devenu complètement différent, où justement on a très envie de s'impliquer à mort dans la vie de notre enfant, sur l'aspect émotionnel, dans l'accompagnement. Je pense que mon père, c'est un peu l'archétype de quelqu'un qui est né dans les années 50 et qui a eu ce truc-là de surtout se donner énormément de mal pour nous, quoi. Et pour lui, justement, 99% du boulot, c'était qu'il bossait comme un dingue et de faire en sorte que nous, derrière, on ait une bonne vie, qu'on fasse des bonnes études, etc. Et ça, il te le reprochait de bosser comme un dingue pour vous Non, en fait, on n'avait pas ces discussions-là. Enfin, même encore maintenant, c'est un truc... c'est quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec ses émotions, donc il en parle assez peu. Soit ça va exploser, en fait, et du coup, il va péter des câbles, mais c'est pas quelqu'un qui sait très bien gérer ses émotions. Même encore maintenant, on a une relation qui est assez saine maintenant, on s'entend très bien, mais qui est assez... on va dire minimaliste, quoi. Genre, on n'est pas le genre de famille où il y a une discussion WhatsApp de famille, par exemple. On n'est pas trop dans ce truc-là. Donc on peut se marrer ensemble, on rigole beaucoup, il y a des trucs, on a une complicité. Intellectuellement, on a aussi beaucoup de complicité. Mais on n'est pas le genre de famille où on se fait des câlins, on a ce truc-là, quoi. T'as gardé un peu tes distances quand même par rapport à... Bah, de fait, ouais. C'est vrai qu'on se voit assez peu. Je me rends compte que même si on s'entend bien, que notre relation va bien, je pense que je le vois une fois par mois, un truc comme ça, ce qui est pas énorme, alors qu'on habite tous les deux dans la même ville, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Okay. Et comment ça s'est répercuté sur ton adolescence, par exemple ? Comment ça s'est passé pour toi, l'adolescence ? Bah, je pense que ça a fait de mon frère et moi des enfants très 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 anxieux. Okay. On était hyper stressés. Dès l'adolescence ? Ouais, dès l'enfance même. On était vraiment vraiment tout le temps très flippés. Je me souviens que mon petit frère, tous les matins, il vomissait avant d'aller à l'école. Ah ouais. Tous les jours. Moi, j'avais des vraies crises de stress aussi. En fait, dès que j'avais peur d'avoir fait une bêtise, j'étais mort de peur de me faire disputer. Parce qu'en fait, il m'impressionnait beaucoup, vu qu'il avait ce truc de gueuler très fort, de faire beaucoup de bruit. Et il y a eu des épisodes qui ont été vraiment assez violents, où il a vraiment pété des câbles entre ma mère, des moments en vacances où c'est parti méga loin, et ça nous avait vraiment traumatisé avec mon frère quand on était petits. En fait, on l'entendait qui hurlait, ma mère qui suppliait de pas partir. Enfin, il y avait vraiment ce truc un peu de chantage affectif aussi qui était assez dur. Et je pense que comme ma mère pensait beaucoup à l'unité un peu de la famille, elle encaissait beaucoup ces trucs. Et jusqu'à un moment où c'était juste plus possible, et c'est là où mes parents ont commencé à se séparer. Mais justement, la période de l'adolescence, qui était celle qui a un peu précédé le divorce, parce que je crois que la procédure de divorce a commencé quand je suis arrivé au lycée. Et c'était infernal. Je pense que ça avait toujours été dur avec lui, mais c'est la période où vraiment il était en pétage de câble. Il y avait eu un épisode où vraiment c'était en pleine nuit, on s'est fait réveiller en pleine nuit parce que en fait il avait juste pété un câble, mais pour un truc à la con, genre ma mère l'avait peut-être réveillé ou je sais pas quoi. Et en fait elle a tellement flippé quand il est sorti, elle s'est enfermée à clé dans la chambre. On s'est fait réveiller par mon père qui tabassait à la porte de la chambre. Et ça, mon frère et moi, ça nous a traumatisés pendant des années, pendant très 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 longtemps. Dès qu'il y avait un bruit fort qui nous réveillait la nuit, on avait cette espèce de réveil en sursaut, une porte qui claque surtout, tout ce qui s'apparentait à ces bruits-là. Okay. Donc, et mon frère et moi, on allait voir des psys, on était accompagnés par des psychologues quand on était petits. Et t'avais quel âge là, l'anecdote que tu me racontes ? Cet épisode, c'est arrivé quand j'avais 14-15 ans, donc c'était en seconde, c'était début du lycée, ouais. Mon frère avait 13 ans, donc en plus il était très jeune. Et mon frère et moi, en plus, on était un peu... on était des gamins qui avaient été diagnostiqués alors HPI et très, très anxieux tous les deux. Et du coup, on avait beaucoup de mal... c'était difficile, en fait, on prenait beaucoup de stress physiquement. Donc, comme je te disais, mon frère, du coup, il pouvait vomir. Moi, quand j'étais petit, je me bloquais le dos. Donc, un gamin de 15 ans qui fait des lumbagos, c'est quand même assez particulier. Ouais, c'est un truc de vieux, les lumbagos, normalement. Ouais, ça arrive quand t'es même relativement âgé. C'est marrant parce que j'en ai plus adulte. Okay. Mais ouais, il y avait des trucs comme ça où je me bloquais, où je pouvais avoir... c'est des tremblements, genre incontrôlables ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était... t'avais plein d'épisodes comme ça, en fait, où ils créaient une atmosphère hyper stressante et qui était très dure à vivre pour mon frère et moi, quoi. Et comment t'as réussi à quand même te construire avec tout ça ? Bah, c'était assez compliqué parce que je pense que quand t'es adolescent, tu passes par plein de phases. En plus, toi, sur le plan des émotions, tu vis tout à 1000%. Du coup, je pense que j'ai quand même eu très clairement une phase quand j'étais ado où je le haïssais. Où vraiment, en fait, il y avait ce truc où je me disais, mais je vais lui mettre une droite. Et le truc, t'as envie de te venger, en fait. Ouais. Parce que t'es tellement constamment en stress. En fait, tous les épisodes du quotidien étaient à travers le prisme de ce stress-là. C'est-à-dire, tu vois, quand on déjeunait en famille avant qu'ils se séparent, s'il avait passé une mauvaise semaine, on sentait qu'il était sur le point d'exploser à n'importe quel moment. Ça pouvait être sur un serveur, ça pouvait être sur un sujet ou un autre. Et du coup, moi, j'utilisais toujours la musique un peu comme une excuse pour l'empêcher de parler à ma mère. Et comme ça, d'éviter potentiellement qu'il y ait une dispute.
Et du coup, de parler de trucs super niches qui intéressaient ni ma mère ni mon frère, mais juste pour au moins d'avoir l'impression que je pouvais essayer de temporiser, que l'épreuve, entre guillemets, du déjeuner allait passer, tu vois. Et que ça arrive pas en public et qu'il y ait pas Mais je pense qu'après, graduellement, avec l'adolescence, on a commencé aussi un peu à un petit peu en rire. Je pense que En rire en fait, c'est qu'à tu commences un peu. Une façon de désarmer le truc, c'est de le ridiculiser aussi, quoi. On a déjà des épisodes où on s'est foutu de sa gueule. On le voit à l'aéroport qui pète des câbles à chercher son passeport, à se mettre à hurler. Et en fait, tu le vois juste pour ce qu'il est, en fait. Ouais, en grandissant, en fait, tu commences à prendre du recul et t'essaies d'être un peu moins impressionné, mais c'est compliqué parce que tu vois pas vraiment d'issue, en fait. Ça a conditionné tous mes choix d'études. C'est ce que j'allais venir, justement. Ouais, bah ça, c'était. Mais après, c'est toujours les questions de te dire est-ce que t'es arrivé là où t'es aujourd'hui, si ça avait été fait autrement, mais je pense que normalement, normalement, je sais pas si c'est le bon terme non plus, mais ça pouvait apparaître assez vite que mon truc, c'était d'être plutôt dans des métiers créatifs. En fait, il y a eu un bon alignement des planètes, c'est que c'était un peu la rotation permanente d'entendre mon père qui gueulait, c'est pile le moment où j'ai commencé à faire de la musique avec un ordinateur. Et très souvent, je disais à mes potes que même maintenant adulte, je dis souvent que j'ai commencé à faire de la musique pour couvrir le bruit. Parce qu'en fait, le fait d'avoir mon casque sur les oreilles, ça faisait que j'entendais pas mon père encore en train de hurler sur ma mère. Et du coup, c'est vrai que c'était... J'avais un peu ce truc très obsessionnel avec la musique, où en fait, j'ai l'impression que je faisais pas tant de la musique pour faire de la musique, mais plus, tu sais, la répétition d'une activité, où tu juste es comme ça, devant ton ordinateur, à refaire des notes, à refaire des trucs. Et la musique électronique, à l'époque, pour ça, c'était très bien, parce que du coup, tu refais un peu 15 fois le même truc, quoi. Ouais. Et du coup, je faisais un peu de la musique un peu en backup, et ça avait toujours été ce truc où je continuais de faire mes études, mais vu que j'étais dans un lycée catholique privé où il n'y avait même pas de bac L, j'ai tenté une fois de demander à mon père si je pouvais changer de lycée pour faire un bac L. Et là, ça a été une espèce de... en fait, il m'a un peu humilié en public. On était dans un resto et en fait, il a commencé à se défouler, dire que c'était n'importe quoi, etc. Et c'était assez horrible parce qu'en fait, on arrivait à ce point où du coup, il gueulait. Même ma mère était tétanisée. Mon frère a essayé de me défendre. Et t'imagines un gamin de 13 ans qui essaie de défendre son grand frère pendant que son père t'explique que t'es une grosse merde parce que tu veux faire un bac L et que c'est n'importe quoi. Et je suis sorti du resto, j'avais les larmes aux yeux et j'ai eu énormément de chance qu'une copine à moi passait par là. Et ça a fait clic quand elle m'a vu. Elle a vu que j'allais pas bien du tout. Elle a fait mais tiens, viens, on va. Il y avait un parc à côté et on y est allé. Et on a passé l'après-midi ensemble. J'ai fondu en larmes. Elle m'a beaucoup écouté. Enfin, c'est marrant parce que c'est quelqu'un que j'ai perdu de vue. J'avais pas eu pendant 10 ans, que j'ai recroisé très récemment en soirée. Et on se souvient tous deux de cet épisode-là. Et ça m'avait énormément touché ce qu'elle avait fait pour moi à ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup, toutes mes études ont été un peu faites en fait pour que ça passe ric-rac auprès de mon père. T'as fait quoi comme études ? Du coup, j'ai fait un bac ES, ce qui à l'époque était un bac ES, vu qu'il n'y avait pas de bac L dans mon bahut et qu'il fallait que je reste. Et j'ai fait une prépa littéraire. Et même là, au début, je sentais qu'il était pas chaud. Et tu voulais faire quoi, toi ? En fait, je faisais déjà... C'est tous les trucs un peu que tu fais sans mettre de nom dessus, c'est que je touchais à tout. Genre, je passais ma vie dans la rue à juste à filmer des trucs, je faisais de la musique, j'essayais d'écrire, juste de dessiner. En fait, je savais pas si j'étais bon ou quoi, c'est juste que c'était très naturellement un truc que j'avais tout le temps besoin de faire. Et je me suis rappelé récemment que j'ai des heures et des heures de trucs que j'ai filmés juste comme ça, juste pour apprendre, de tutos que je regardais. J'ai un peu ce truc que j'avais juste envie d'apprendre plein de possibilités de créer, en fait, quelle qu'elle soit. Okay. Et du coup, je fantasmais plein de trucs, genre je fantasmais de faire une école de ciné ou de faire une école de graphisme, et j'ai fait rien de tout ça au final. Et je me suis retrouvé en prépa littéraire et je comprenais... Enfin, je l'ai fait alors que je me sens que j'étais le seul mec à lever la main déjà dans ma classe pour faire une prépa littéraire quand ils avaient demandé, quoi. Donc c'était un peu spé. Et tu le regrettes aujourd'hui ? Tu lui en veux à ton père ? Vu qu'au final, je fais ce que j'ai envie de faire maintenant, en fait, ça prouve un peu que... Enfin, tu vois, tu peux insister autant que tu veux sur quelqu'un et essayer de lui tordre le truc et lui dire « c'est mort, tu feras pas ça ». C'est quand même devenu mon métier, alors que j'ai fait un chemin de traverse pas possible pour y arriver, quoi. Il le vit comment ? Maintenant, il est assez fier, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en vieillissant, il s'est calmé. Je pense qu'il est aussi en couple avec quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus progressiste que lui sur beaucoup de choses. Et en fait, elle lui a beaucoup, beaucoup ouvert les yeux aussi là-dessus. Et maintenant, il me soutient beaucoup. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas, quoi. Je vois un peu mon père comme quelqu'un qui a fait, entre guillemets, ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, avec ses défauts et ses qualités. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas tant de stress, parce que c'est encore un truc dont on souffre beaucoup, mon frère et moi. Enfin, on est tous les deux suivis. Moi, je suis traité pour dépression. Mon frère aussi. On est tous les deux sous antidépresseurs. Et on a encore des gros problèmes d'anxiété. Mon frère encore plus que moi. Parce qu'il y avait ce truc très condescendant où parfois il allait juste passer devant nos chambres et puis juste il nous voyait lire lire des mangas. C'était c'est de la merde, jouer aux jeux vidéo, c'est de la merde. Et ta musique, il trouvait que c'était de la merde aussi ? Ouais, je pense. Ce truc-là, ouais, même encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à lui faire écouter des disques que je sors. Alors que c'est absurde, je fais ça avec des labels et tout, mais je suis encore un peu... Ça t'a fait perdre confiance en toi ? Ouais, bien sûr. Ça fait déjà que t'as pas confiance en toi par rapport à ta pratique. Parce que du coup, c'est ouf parce que... Enfin, c'est pas ouf, mais je fais ce métier en n'ayant pas de formation, en fait.
J'ai tout appris à côté parce que j'ai fait du coup une prépa littéraire, ensuite j'ai fait une école de com. Et c'était que en fait un peu entre guillemets des excuses pour rester un peu dans le bain il y a des métiers créatifs pas trop loin de tout ça. Ouais. C'est pas être graphiste, c'est pas être musicien, c'est pas être artiste, mais c'est des milieux où il y a des artistes. Donc je me disais c'est déjà ça, Ouais, quoi. je suis pas loin. Ouais, voilà, je suis pas loin. Exactement, je me suis dit au moins je suis pas loin. Mais en même temps, j'arrêtais jamais de faire de la musique, c'était toujours là, quoi. Donc c'est ta passion. Ouais. Mais en fait, c'est que c'est même plus une passion. En fait, il y a un moment où je me suis souvent posé la question surtout en devenant adulte, de de faire le point, en fait. Parce que c'était un peu un truc qui était toujours là dans ma vie depuis que j'ai 6-7 ans. Ça te fait du bien? Bah, il y a un moment, ça me faisait plus de bien. Mais globalement, ouais, c'est mon truc par défaut En fait, c'est comme quand t'as l'habitude de faire quelque chose que tu fais depuis tellement longtemps que tu le questionnes même plus. Tu vois, c'est comme je sais même pas dire quand est-ce que j'ai une guitare dans les mains la première fois, parce que j'ai commencé vraiment, il y a des photos de moi à 4-5 ans en train de commencer à en faire. Et mes premiers cours, j'avais 7 ans, je pense. Et t'étais tout seul ou c'est ton père qui t'a appris à... Au début, c'était lui et j'avais un prof de guitare. Ok. Mais on en faisait aussi ensemble. Et ça se passait comment les cours de guitare avec ton père? Du coup, ça vous a pas rapproché? Bah, au début, ça aurait pu bien commencer. Et malheureusement, il y a eu une après-midi où ça s'est très très mal passé, où, comme je t'expliquais, j'étais un enfant assez timide et assez sensible. Okay. Et en fait, il a commencé à s'énerver parce que j'arrivais pas à faire un accord. Et j'ai commencé à avoir une crise de panique, je me suis mis à trembler, j'ai frisé. Et en fait, lui, il comprenait pas ce qui se passait. Pour lui, il était juste non, tu sais pas le faire. Puis il se répétait, et moi, j'étais encore plus en train de me bloquer, j'arrivais plus à bouger. Et je suis plus jamais revenu dans son studio après que ce truc-là soit arrivé. Okay. C'était trop de stress, c'était trop... Je pense que c'est encore maintenant aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à lui faire écouter ce que je fais. Et même si je sais que maintenant il me soutient, etc., ça m'a trop marqué ce truc-là. Ouais, je comprends. Et tu penses que lui, aujourd'hui, il a quand même assez de recul pour se rendre compte qu'il a fait des erreurs? Ou même pas? Je sais pas trop. Je pense que ça a quand même pas dû être facile pour lui parce que quand mes parents sont séparés, d'un coup il s'est retrouvé tout seul. Ouais. Pour quelqu'un qui de base était déjà solitaire, c'était quand même pas évident. Il a vraiment quelques potes dans sa vie, mais c'est tout, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même des trucs qu'il a dû remettre en question. Il sait très bien qu'on a été accompagné. Et je pense qu'il sait parce que par exemple, quand il a su que mon frère allait chez le psy, c'est lui qui spontanément a dit c'est moi qui vais te payer ton psy. Ah ouais? Ouais, donc je pense qu'il se rend compte. Oui, quand même. Ouais, parce que c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien, tu vois. Même le fait qu'on ait diagnostiqué super tard que mon frère est dyspraxique. Ok, c'est quoi? Dyspraxique, c'est une maladie motrice où en fait, visuellement, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui est amputé. En fait, c'est de la maladresse. Par exemple, mon frère pourrait jamais passer son permis, il a du mal à faire ses lacets. C'est plein d'activités du quotidien que t'as du mal à exécuter, en fait. Et c'est un trouble moteur qui est léger, mais qui est quand même assez handicapant, parce que, comme je te disais, il y a des trucs qu'il pourra jamais faire, quoi. Ok. Et par exemple, mon frère n'a jamais vraiment fait de sport, mes parents ont essayé, mais juste c'était pas pour lui, il n'y arrivait pas. Et tu sentais que c'était pas juste un manque d'envie, c'est qu'il y a un truc de coordination en fait où il avait du mal, quoi. Et tu vois, c'est des trucs où mon père a dû savoir que mon frère était dyspraxique, mais genre archi tard. Et il était mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Et putain, on sait pas quoi lui dire, quoi. En fait, ils étaient juste dans deux mondes complètement différents, quoi. Ouais. Moi encore, j'avais la musique pour me raccrocher. Et en fait, c'est venu après parce qu'intellectuellement, on s'entendait bien avec mon père, comme je disais. En fait, nos discussions quand on déjeune ensemble, ça va être de parler justement de cinéma, de musique, d'art, de politique. Et là, on discute beaucoup par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu vois, quand je vois les cheminements qu'on a fait, du coup, j'ai fait une des meilleures écoles de com qui est à Paris. Ensuite, j'ai commencé à bosser dans la pub, mais c'est juste pas possible. J'ai fait le CELSA. Et tu vois, j'ai fait ça. Et après, j'ai commencé à bosser dans la pub. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Vraiment. Et même les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Et je me suis servi d'une excuse et un peu de partir faire une formation à l'étranger où, en fait, qui m'a permis de passer beaucoup, beaucoup de temps à faire de la musique, en fait. Okay. Et mon frère, c'est pareil. Genre, lui, il s'est retrouvé, il a fait Sciences Po, puis il a fait HEC pour au final faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire bosser dans le jeu vidéo. Et du coup, tu vois, c'était un peu les deux métiers qu'il lui redoutait le plus. Au final, c'est exactement ce qu'on a fait et il a pas le choix. Et c'est ça que je trouve aussi rassurant d'une certaine manière, c'est de se dire que tu peux avoir une personne qui va te rabâcher pendant toute ton enfance, toute ton adolescence, que c'est mort, que tu feras pas ça, que c'est pas pour toi, nanana. Et au final, en fait, si tu veux le faire, tu vas le faire, en fait. Ouais, au-delà du stress et de l'anxiété, tu vas le faire. Comment tu fais pour passer au-dessus de ça, justement? Et de l'image négative, un peu, parce qu'il te renvoyait une image négative de ces métiers, du coup? Ouais, complètement. Ce qui est marrant pour quelqu'un qui faisait de la musique aussi, quoi. Ah ouais, il faisait de la musique? Ouais, de ouf. À côté de son métier principal. Mais c'est bizarre, c'est qu'en fait, déjà, tu peux pas vraiment faire sans. J'avais toujours besoin de faire de la musique, quoi qu'il arrive. Même si c'était des morceaux de merde. J'ai un cimetière genre sans fin de morceaux éclatés au sol sur des disques durs, genre il y en a vraiment mais par centaines. Mais c'est juste le besoin de les faire, en fait, de te poser devant et le fait d'être aussi souvent tout seul faisait que j'avais beaucoup ce truc de visualiser la musique.
t'avais un peu ce truc. Après, c'est devenu vachement la mode de parler de synesthésie tout le temps, mais en fait, moi, c'était juste pour meubler un peu parce que vu que j'étais tout le temps dans ma chambre et que je sortais pas parce que j'étais dans un bahut privé où t'avais pas le temps, je sortais pas en semaine, on n'avait pas trop la vie normale des ados où tu sais, genre tu sortais beaucoup prendre des cafés avec tes potes ou tu fais des trucs. Enfin, nous, on était vachement un peu. Enfin, on voyait nos potes pendant les cours, mais le soir, j'étais juste devant mon ordi à faire de la musique en fait. Ah ouais. Et donc, du coup, le fait de faire tout le temps ça, ça fait un peu travailler ton imagination. Tu commences à te représenter des univers, des mondes, des couleurs, des trucs. Et du coup, ça me faisait vachement du bien d'être dans cet univers-là, quoi. Et ça, pourquoi vous sortiez jamais, genre, c'est dû au fait que vous viviez dans le 16e? Bah, on était dans des bahuts très, très exigeants, en fait. Ah, et on ok. avait une quantité de taf qui était énorme par rapport à des lycées normaux, en fait. Genre, par exemple, tu vois, genre, nous, tous les samedis matins, on avait 4 heures d'examen. T'as pas ça dans un lycée normal. Ouais. Donc, on avait cours le samedi matin, Au déjà. lycée, genre au bac ES? Ouais, Sérieux? dès la seconde, on avait cours tous les samedis matins, ouais. Ah ouais. Donc du coup, ça fait que t'as pas trop de vie à t'éco, quoi. Et c'était pareil quand j'étais en prépa, là, ma prépa était en banlieue, et du coup, en fait, le soir, une fois que t'as fini de bosser, je pouvais juste écouter de la musique, quoi. Donc, et là, je pouvais pas en faire, mais je pouvais en écouter. Et bon, c'était des périodes où je me suis pas du tout amélioré en production ou quoi, mais au moins, je pouvais en écouter, quoi. Ouais, tu découvrais des trucs. Mais ça devenait flagrant. Je pense que c'est aussi être en couple qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ah ouais? Ouais, il y a peu de temps, j'ai revu mon ex, qui était ma première, entre guillemets, longue relation. Ok. Et elle a joué un rôle énorme en fait pour me tendre le miroir. Parce qu'en fait, il y avait ce truc où il y a des moments, je me suis dit, mais elle a l'impression qu'elle doit sortir avec un gamin qui reste devant la play, quoi. C'est-à-dire que j'avais toujours besoin de faire de la musique. Parfois, elle allait se coucher et moi, je restais faire de la musique après le boulot. Et juste parce que je pouvais pas m'endormir si j'avais pas fait 3-4 heures de musique ou quoi. Et en fait, on en parlait tout le temps. Et c'est elle qui m'a poussé en fait, qui m'a dit, elle voyait bien que j'étais malheureux dans mon taf. Quand on me dit, tu fais quoi dans la vie, je disais, je travaille dans les pubs. Enfin, mais moi, je trouvais que ça sonnait faux, quoi. Bah, c'était pas tant de la honte parce que j'ai plein de potes qui sont très épanouis là-dedans, mais je me disais juste, c'est trop bizarre de dire que c'est ça mon métier, quoi. Ouais. C'était trop chelou. Et parfois, quand j'ai recroisé il y a pas longtemps dans la rue des potes de mon ex qui m'ont dit, putain, mais c'est ouf, tu bossais dans la pub, maintenant t'es sound designer. C'est trop marrant ce qui s'est passé en l'espace de 3-4 ans, quoi. Et elle m'a énormément aidé pour ça. C'est elle qui m'a poussé à partir à l'étranger. Parce qu'elle sentait aussi que j'étais vachement anxieux et le poids qu'avait mon père sur moi. Et elle a eu l'intelligence et la bienveillance de faire ce truc horrible quand tu sors avec quelqu'un, de lui dire mais attends, vas-y, va à l'étranger quelques mois et va faire de la musique et va faire des trucs, quoi. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est mature, hein. Ça a été horrible pour elle. On en a reparlé récemment et ça a été une des décisions les plus dures et tout. Je suis parti 6 mois au final. Ah ouais. Et on se voyait quand même super souvent. Je venais à Paris, elle venait à Berlin. T'étais où? Ah oui, à Berlin. Ouais, c'était en Allemagne. Mais c'était très dur à vivre pour elle. Et elle a été. Je lui dois beaucoup par rapport à ça. Et je pense très sincèrement que c'est la personne qui fait que j'ai réussi. Tout seul, j'aurais pas réussi à me soustraire à ça. Je pense que j'aurais une vie très différente et que je serais très, 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 très malheureux. Clairement. Si ça avait pas été grâce à elle et en fait, si j'avais pas une autre personne. En fait, il me fallait une autre personne pour me montrer l'inverse du truc, en fait. Parce que j'avais que cette image un peu négative que mon père me renvoyait et cette peur totale de faire ça et d'en faire mon métier. Alors qu'au moment déjà le sujet s'est posé de me casser à l'étranger, j'avais quand même déjà sorti un disque sur un label genre assez réputé à Paris. Enfin, il y avait entre guillemets des signaux qui montraient que je pouvais peut-être quand même faire des choses, quoi. Ouais, mais t'avais pas assez confiance en toi. Non, impossible. Genre vraiment, j'y arrivais pas. Et puis surtout après que le disque soit sorti, j'ai essayé de prendre une année pour faire ça un peu tout seul, avant de commencer. Quand j'avais fini mes études en fait, et avant de commencer à bosser dans les pubs, j'ai pris une année. Et en fait, j'arrivais un peu à rien parce que j'étais tout seul, j'avais pas de. En fait, je me rendais compte que j'avais besoin d'avoir au moins des gens qui me chauffent, rencontrer d'autres artistes, alors qu'en fait, j'étais juste dans mon coin, quoi. Juste à faire de la merde sur mon ordi. C'était rien de très intéressant, quoi. Clairement. C'est beau quand même. Et pourquoi vous êtes plus ensemble, du coup? C'est un autre sujet. Pour des raisons extra-musicales. Mais ça reste encore maintenant... Vous êtes amis ou pas? Ouais, on est très amis. En plus, c'est marrant qu'on fasse ça aujourd'hui parce que je l'ai vu samedi dernier. Ah ouais? Ouais, on se voit encore une fois de temps en temps. Et, Tu l'avais pas revu depuis un bail? depuis quelques mois, ouais, ça veut dire 6 mois, je pense que je l'avais pas vu. Et on s'est redit à quel point on avait énormément compté dans nos vies l'un pour l'autre. Moi, encore maintenant, c'est une des rencontres les plus incroyables que j'ai fait de ma vie, cette personne. J'ai toujours énormément de bienveillance et d'affection pour elle. Et c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Je pense qu'elle va faire des choses Elle incroyables. connaissait ta famille? Ouais, elle connaissait ma famille. Ok. Ouais, elle savait à quel point mon père était un vrai casse-couille. Et elle avait rencontré ma mère aussi. Ok. Donc elle aimait bien ma daronne. Ça va. Comment tu te vois en tant que père? Bah, je vais essayer de trouver un équilibre parce que je pense que ma tendance naturelle, ça va être de faire l'opposé total de mon père. Et c'est sûr que forcément, même après, c'est dans ma nature, c'est que je suis un peu labrador. Donc je sais que si j'ai des gamins, je vais grave vouloir les soutenir dans tout ce qu'ils font et encore plus si c'est des métiers créatifs. Mais il y a quand même ce truc, c'est toute cette carrière un peu chaotique que j'ai eue de faire de la musique sur le côté jusqu'à ce que ça devienne mon métier.
Parce que j'ai eu une opportunité pro en fait qui m'a permis de commencer à bosser comme producteur de musique et sound designer en CDI. Et ce qui a fait qu'en fait, à partir du moment où j'étais en CDI dedans, ça y est, ça cassait toutes mes autres études d'avant et ça me donnait une légitimité que j'avais pas. Ouais. Et ça m'a permis de le faire, mais du coup, avant ça, j'ai fait 15 ans de musique juste à être super, 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 super dur avec moi-même pour devenir le meilleur producteur possible. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai pu avoir le niveau que j'avais et de pouvoir avoir ce job-là aussi, clairement. Parce que j'étais en compétition contre plein d'autres personnes qui avaient des formations, moi j'en avais aucune. Et du coup, c'est que j'ai quand même vachement en tête ce truc-là de les métiers créatifs, il faut pas les nimber d'une forme de genre, c'est un peu le... Voilà, il suffit d'avoir une idée et puis ça va marcher. Moi, je suis complètement contre ça. Je suis à fond dans travailler. Ouais, il faut bosser ton art en fait. Il faut le bosser. Et tu le sais aussi, vu qu'on a des amis en commun qui sont artistes. Émerger en tant qu'artiste, c'est pas une histoire d'être... les relations, ça fait le taf pendant quelques mois, ça peut faire des choses, mais c'est les gens qui bossent le plus dur qui y arrivent. C'est de travailler comme des acharnés qui font que tu arrives où t'es. Et du coup, si j'ai des enfants, c'est sûr que moi, clairement, en termes de communication émotionnelle, genre, ce sera l'opposé de mon père. Je vais être hyper présent pour eux, quel que soit que j'ai une fille, que j'ai un garçon, ou que j'ai un enfant qui ne veut pas s'identifier dans un cadre de genre traditionnel. Je veux juste être présent pour cet enfant et communiquer à mort et là où le soutenir à mort dans tous ses projets. Tu vois, si j'ai un enfant qui, en fait, son truc, c'est la compta, en fait, c'est juste... ouais, non, mais c'est vrai, tu vois, en fait, il y a vraiment ce truc, c'est que genre... en fait, tant que... En fait, je pense que le seul truc que tu peux aspirer en tant que parent, c'est que tes enfants soient heureux, en fait. Tout ce qui terrifie des enfants dans la vie, c'est tes choix de vie, de dire quelles sont les répercussions, tu vois, genre, je veux mener ma vie de telle façon. Et ton rôle en tant que parent, c'est d'être raisonnablement inquiet, mais c'est aussi de les soutenir. Et je pense que le plus important, c'est de voir que tes gosses soient heureux, quel que soit leur job, quoi, ou leur projet de vie. Et de dire que t'es OK avec ça, et que tu les soutiens, parce qu'en fait, t'es quand même... Les parents, c'est eux qui sont là en première ligne. En fait, si tes parents ne soutiennent pas, genre, qui tu veux... Enfin, tes potes peuvent te soutenir, mais c'est pas pareil. Tu vois, genre, d'avoir les personnes qui t'ont vu grandir, tu dis que t'as cette barrière un peu du parent qui est là, genre... ouais, moi, je te soutiens, et je suis là pour t'aider, pour te conseiller, pour te protéger. Ouais, tu vois, genre... je pense qu'il y a juste un équilibre à trouver, c'est que forcément, je vais vouloir en faire trop. C'est une relation de confiance aussi. Tu vois. C'est une relation de confiance de ouf. Je vois que dans ma bande de potes, on s'est beaucoup entraidés là-dessus, c'est qu'on a tous en commun d'avoir eu des pères très compliqués. Ah ouais ? Ouais. Toute ma bande de potes d'enfance, et on a eu ce truc aussi qui était assez rare pour le milieu dans lequel on a grandi. C'est-à-dire que du coup, 16e, ce genre de famille. Enfin, moi, mes parents viennent pas du tout du 16e. Genre vraiment rien à voir, mais juste ils se sont installés là parce qu'ils se sont dit que c'était un endroit pour... Ils viennent d'où tes parents ? Mon père vient du sud de la France et ma mère vient du Maroc. Ok. Et en fait, tu vois, genre avec tous mes potes, on avait des histoires familiales très compliquées. J'ai des potes qui ont vraiment eu des pères très, 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 très durs. Et ça nous a forcé, en fait, un peu comme une mécanique de survie, à beaucoup parler de nos sentiments très, très jeunes. Et c'est rare des bandes de mecs de 15 ans qui disent que leur papa les aime pas et que c'est vachement dur, ou de se laisser pleurer devant tes potes mecs. C'est des trucs assez rares. Et en fait, ça fait que c'est encore mes potes aujourd'hui. Tu vois, on a plus de 30 ans et on fait tous des métiers qui sont super différents. C'est ce que j'allais te demander, si vous étiez toujours potes. On est ultra proches. C'est comme ma deuxième famille, en fait. Et c'est ouf parce que nos vies auraient pu un peu nous séparer du fait que dans la bande, il y a des musiciens, il y a des gens qui sont dans des métiers méga différents. Tu vois, genre des gens qui travaillent dans le bâtiment, enfin des trucs qui n'ont rien à voir, quoi, vraiment. Et pour autant, c'est toujours ma deuxième famille, on est extrêmement proches et on se voit aussi souvent qu'on peut se voir, quoi. Et même, on a mélangé nos groupes de potes. Tu vois, même mes potes de maintenant connaissent cette bande-là. On fait des trucs tous ensemble et c'est hyper précieux. Je pense que sur le côté appui un peu émotionnel, ça compte de ouf. Et récemment, des mecs me disaient, c'est marrant, il y a un moment où t'as un peu arrêté de nous voir et tout. Et tu vois, quand je t'ai raconté l'épisode de mon père qui avait éclaté la porte et tout, en fait, c'est quand c'est arrivé. Ah ouais. Et c'est un moment où je me suis un peu auto-isolé. Et moi, j'avais complètement oublié ça. Et ça m'a marqué de me rendre compte qu'aujourd'hui, en ayant la trentaine, des potes se souviennent de cet épisode. Ils disaient, on comprenait pas, tu nous parlais plus, tu t'es un peu isolé tout seul et tu déjeunais plus avec nous et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est arrivé ? Et d'un coup, j'ai eu le flashback de dire, mais oui, parce que ça allait tellement pas que juste je me suis auto-isolé tellement j'étais pas bien, tu vois. Et c'est hyper précieux. Je pense que je dois énormément aussi à cette bande de potes-là qui... on avait ça un peu en rigolant, on disait toujours c'était le club des pères de merde, quoi. Et on en rigolait un peu. Et une fois, j'ai fait la blague devant mon père en plus, il y a pas longtemps. Ah ouais ? Ouais, je m'en suis un peu voulu parce que en fait, je prends aucun plaisir à ça. En fait, je pourrais craquer, péter un câble, tu vois. Genre, évidemment, ça peut m'arriver une fois par an, ça va ressortir, une espèce de rage d'enfance qui remonte, où j'ai envie de péter un câble. Mais en fait, je me dis, mon père est assez âgé maintenant et. Il a quel âge ? Il a plus de 70 ans. Et en fait, j'ai aucune envie de créer de la souffrance chez lui. En fait, dans ce cas-là, ça veut dire que tu vois, genre l'évolution s'est pas faite dans le bon sens et ça veut dire que tu vois, lui, il y avait ce truc où ça venait d'une angoisse profonde qu'il avait d'être aussi dur avec nous. Dans sa tête, je pense qu'il pensait vraiment qu'il faisait la bonne chose.
il y avait pas un plaisir pervers, tu sais, genre être méchant Ouais. avec nous, être mauvais. Je pense juste que c'est quelqu'un qui... Il avait le sentiment de faire ça pour vous, quoi. Voilà, c'est juste quelqu'un qui a jamais su gérer son stress et ses émotions, qui avait beaucoup de problèmes avec ses émotions et de cette gestion-là de son anxiété profonde, et qui s'était jamais fait aider pour ça. Mais tu vois, je prendrais aucun plaisir. Tu vois, quand c'est sorti de ma bouche, en fait, je le disais même pas pour lui faire de la peine. C'était au fil d'une blague, en fait, qui m'a Ouais. échappé. Et je lui dis, attends, le prends pas comme ça, etc. Parce que en plus, les potes. Il a mal pris. Il a ri jaune. Ouais. Mais je pense qu'il se rend compte. Tu vois, il se rend compte, c'est sûr. Et est-ce que ton père, il a eu peut-être aussi une enfance compliquée ? Il a une enfance un peu compliquée. Je pense pas qu'en fait mes grands-parents étaient durs avec lui, parce que malheureusement mon grand-père est mort avant ma naissance, donc je l'ai pas connu. Mais mes grands-parents ont beaucoup navigué un peu partout, ont beaucoup bougé. C'était un peu, ils avaient lancé des marques de fringues, ils avaient fait plein de trucs, ils partaient un peu dans tous les sens. Et du coup mon père a grandi dans ce cadre qui était un peu rock'n'roll, on va dire. Et en plus moi ma grand-mère avait fait son coming out après avoir quitté mon grand-père. Codique. Ouais, donc du coup c'était une vibe assez parce qu'ils sont restés proches malgré ça, mais du coup ma grand-mère s'est mise avec ma troisième grand-mère, et du coup j'ai une grand-mère du côté de ma mère et deux grand-mères du côté de mon père, et du coup c'était un peu je pense que c'était un peu particulier. Ouais. J'avais trois grand-mères, maxi chance, ouais. et du coup c'était un peu particulier comme ambiance, parce que moi elle faisait c'était un peu la teuf années 70, tu vois, genre c'était assez après, mon père était à fond dans le rock, il écoutait beaucoup de musique et tout, mais je pense que grandir dans une famille où ils avaient eu pas mal de difficultés, il y a eu des difficultés financières à une période, je sais que ça l'avait beaucoup traumatisé. Et d'avoir une période de difficultés d'argent, un divorce, ma grand-mère qui se met en couple, la teuf, t'avais des travestis qui arrivaient à la maison, il y avait toute une vibe où genre c'était... Ah ouais. Et d'un côté, mon père trouvait ça cool, parce que genre c'est déjà arrivé qu'il y ait des vibes où justement ma mère emmenait mon père en boîte et c'était les meilleures nuits de sa vie. Il m'a vraiment dit c'était incroyable, ta grand-mère dans des endroits qui étaient fous... Et c'était très très cool. Mais ma grand-mère savait que mon père était un enfer. Mais elle se moquait tout le temps de lui. Quand je l'ai connu quand on était petit, ma grand-mère pensait vraiment que mon père allait jamais se marier. Ah ouais ? Parce qu'il était, c'était un nerveux, quoi. Il s'est marié à quel âge avec ta mère ? Il s'est marié assez tard, il s'est marié à 40 ans. Et il m'a eu tard aussi, du coup. Je suis l'aîné, il m'a eu à 41. Et c'était son premier mariage ? Premier mariage, ouais. Okay. Ça a été on and off avec ma mère pendant des années, et, jusqu'au moment où il a demandé un mariage. Mais je pense qu'il y a eu un vrai flip chez lui de finir tout seul. Parce que j'ai posé un peu la question. Je pense que comme j'arrive à un âge où ça arrive, où mes potes commencent à faire des enfants ou à se marier, et je lui ai un peu demandé pourquoi faire des enfants. Enfin, surtout qu'ils ont quand même une relation qui était assez compliquée avec ma mère. Et du coup, je lui ai dit, mais à quel moment tu t'es dit, ouais, j'ai envie de fonder une famille ? Mais tu vois, c'est vraiment une question qui n'était pas chargée, c'était une vraie curiosité très sincère. Et j'ai senti dans sa réponse, il m'a répondu avec beaucoup d'honnêteté, donc c'était assez cool. Enfin, il avait envie de faire des enfants, c'est sûr. Enfin, mes deux parents, ma mère, laisse tomber. Ma mère, elle rêvait d'avoir des enfants, donc c'était... même trop, je pense. Elle nous a trop dorloté, quoi. Enfin, elle a surcompensé, je pense, justement, avec mon vis-à-vis de mon daron. Mais du coup, ouais, il a un peu eu cette peur de finir tout seul. Je pense qu'il y a vraiment un moment où ça l'a frappé à 40 ans de se dire... tu vois, il était dans une relation avec ma mère où à un moment, ils s'en mettaient ensemble, ils se séparaient. Ma mère en a eu marre, elle a dit, écoute, soit on se marie, soit on arrête une bonne fois pour toutes. Et je pense qu'il a dû avoir un vrai flip quand même de se dire, je vais finir tout seul. Ouais. Clairement. Et du coup, on n'a pas parlé de ta mère. T'as quelle relation avec ta mère ? J'ai une bonne relation avec elle. T'es proche ? Ouais, on est proche. On est assez proches. Moi, je suis très transparent avec elle sur plein de trucs. Okay. Sur ma vie perso. Même avec mon père, maintenant, de plus en plus, je m'ouvre aussi. Mais avec ma mère, je suis très... elle sait tout. Enfin, je suis hyper détente avec elle par rapport à ce que je fais. Elle me soutient dans tout ce que je fais. Honnêtement, j'aurais pu lui dire, j'aurais voulu être cosmonaute. Elle aurait pu me soutenir pour la forme, tu vois. Genre, elle a toujours été énormément dans le soutien par rapport à ça. Mais elle a aussi ses démons et ça a été assez difficile. Elle a beaucoup souffert pendant le divorce. Et je pense que, tu vois, comme elle a encaissé pendant 20 ans... T'avais quel âge, toi, pendant le divorce ? J'avais la quinzaine, à peu près. Ah ouais. Genre, le divorce a duré méga longtemps. Ça a duré entre mes 15 et tout le lycée, en fait. 15 et 17-18, à peu près. C'est long, les divorces. C'est très... Surtout quand t'es ado, ça dure une éternité. C'est moche. Ouais. Ça essaie de ressortir les dossiers. Enfin, ça va très, très loin. Et ma mère a un peu vrillé à cette période. Du coup, c'était assez dur d'avoir, du coup, d'un coup, avec tes deux parents, ça devient compliqué, en fait. Mais maintenant, ça va bien. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @verslhaut et sur notre site internet verslhaut.org.